Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre prestigieux de Moscou, là où les avenues brillent de verre, de marbre et de néons discrets, sur les hauteurs de l'Arba, ce quartier aussi ancien qu'arrogant, se dresse l'un des restaurants les plus convoités de la capitale russe, Volnador. Le bâtiment, un ancien manoir néo-baroque réaménagé avec un raffinement absolu, arbore une façade de granit poli, des colonnes à chapiteaux dorés et de hautes fenêtres qui laissent entrevoir des silhouettes élégantes derrière des rideaux de velours. Le nom du restaurant brille en lettres sobres, serti dans le métal noirci d'un panneau rétroéclairé. À l'intérieur, tout n'est que luxe feutré, parquet en chêne sombre, murs ornés de toiles impressionnistes russes, lumière tamisée par des lustres en cristal tchèque et ambiance musicale assurée par un trio de violonistes jouant des morceaux de Rachmaninov. Ce soir-là, comme chaque vendredi à 20h précise, Viktor Alexandrovitch Morozov franchit les portes. Son arrivée est une chorégraphie bien rodée, manteau noir de cachemire cueilli par le maître d'hôtel, 2 gardes du corps en costume discret qui s'effacent sans jamais être loin, et une salutation muette aux habitués qui s'inclinent légèrement en le voyant. Viktor s'installe à sa table, une encoignure isolée, près de la grande baille vitrée surplombant la Moskova gelée. À 58 ans, il est l'un des hommes les plus puissants du pays, et cela se voit dans sa manière de respirer. Son visage, au masque sévère, porte les marques d'une vie passée à conquérir et à dominer. Front large, regard perçant d'un gris acier, cheveux argentés impeccablement coiffés, lèvres fines et immobiles. Ancien oligarque du pétrole, reconverti avec flair dans les télécommunications, il possède tout, journaux, hôtels de luxe, port en mer Noire, influence sur des députés et des parts dans des consortiums qui brassent des milliards. Il est respecté. Il est craint. Et parfois, dans les cercles qu'il ne fréquente plus, il est haï. Mais surtout, il est seul. Il scrute la salle. Non pas avec curiosité, mais avec ce détachement hautain de ceux qui savent qu'ils ne sont plus touchables. Son regard glisse sur les jeunes épouses de milliardaires, sur les hommes d'affaires à cravate fine et montre suisse, sur les artistes subventionnés qui rient trop fort. Son regard juge, classe, puis les efface mentalement, comme des objets dans une vitrine poussiéreuse. Un serveur, jeune, nerveux mais formé à l'excellence, s'approche avec révérence. « Bonsoir, Monsieur Morozov. » Le chef a préparé votre plat favori. Le foie de cerf mariné au vin noir de Crimée, servi sur son lit de truffes blanches et accompagné d'un jus réduit à la grenade et au poivre de Sichuan. Viktor hoche la tête, toujours sans un mot. Il ouvre doucement le bouton de sa manche gauche, remonte sa montre suisse à la couronne gravée de ses initiales, puis sort de sa poche une petite pilule blanche, son antiacide quotidien. Il la dépose près de son assiette. Un geste mécanique. Millimeter. Comme tout chez lui. Il s'apprête à porter la fourchette à ses lèvres, lorsque soudain, une voix éraillée fend le silence de velours. « Ne mangez pas ça !» Le murmure discret des violons s'étrangle. Les conversations se figent comme frappées par le gel. La salle se tourne comme un seul corps vers l'entrée. Un vieil homme se tient là, debout, immobile. Barbu, le visage tanné par les vents et la fatigue, les joues creuses et le regard aigu comme une lame oubliée dans la glace. Il est vêtu d'un manteau militaire usé jusqu'à la trame, d'où s'égouttent encore quelques flocons fondus. Ses bottes sont souillées de neige et de boue. Son apparence jure avec l'élégance glacée du lieu, comme une tache d'encre sur du papier de soie. « Vous m'avez entendu ?» répète-t-il d'une voix tremblante mais déterminée. « Ne mangez pas ça. Ce plat est empoisonné. » Un frisson traverse la salle. Quelques clientes se crispent. Des serveurs échangent des regards anxieux. Les 2 gardes du corps de Viktor s'élancent instantanément, main sur oreillette, avançant d'un pas rapide pour intercepter l'intrus. Mais Viktor, toujours assis, ne lève qu'un doigt. Laissez-le parler. Il y a dans sa voix une autorité glaciale, impossible à contester. Ce n'est pas tous les jours qu'un mendiant me sauve la vie. Le vieil homme s'arrête à 2 pas de la table. Il tremble légèrement, non pas de peur, mais d'une tension intérieure contenue. Il regarde Viktor droit dans les yeux. J'ai vu un homme, dans les cuisines. Un commis. Il a versé une poudre dans l'assiette. Une substance fine, grisâtre. J'ai été chimiste, moi, autrefois. Je sais reconnaître un poison, même dans l'ombre. Il pensait que personne ne le verrait. Viktor le fixe, impassible. Puis se tourne vers le directeur du restaurant, arrivé en courant, rouge de panique.
Vérifiez immédiatement. Et, apportez-moi ce cuisinier. Le directeur, embarrassé, tente de tempérer. Monsieur Morozov, je vous assure que tout cela est une absurdité. Nous n'employons que du personnel trié sur le volet. Cet homme, cet intrus, n'est clairement pas sain d'esprit. Laissez-nous appeler la police, et... Je n'ai pas demandé votre opinion. Apportez-moi le cuisinier. Maintenant. Le ton de Victor claque comme un ordre militaire. Les employés obéissent aussitôt. Mais 10 minutes plus tard, le commis de cuisine est introuvable. Disparo. Volatilize. Victor rentra chez lui, plus troublé qu'il ne voulait l'admettre. L'élégance glaciale de sa villa, perdue dans les hauteurs de Roubliovka, ne parvenait pas à dissiper le malaise qui le hantait depuis cette scène au restaurant. Il avait connu des trahisons, des tentatives d'intimidation, même des attentats déguisés en accidents financiers. Mais jamais, jamais, quelqu'un n'avait tenté de l'empoisonner en face, dans un lieu public, sous les lustres en cristal de Volnador. Il fit analyser le plat par un laboratoire privé suisse, réputé pour sa discrétion et sa précision. 3 jours plus tard, le verdict tomba comme une lame. Le foie contenait un alcaloïde dérivé du curare, modifié chimiquement pour ralentir les effets, les rendre moins détectables. Une mort douce en apparence, paralysie progressive, arrêt respiratoire, puis silence éternel. Victor ne dormit pas cette nuit-là. Il resta seul, assis dans sa bibliothèque, un verre de cognac intact à la main, le regard fixé sur le feu de cheminée. Qui aurait pu vouloir le tuer? Un concurrent? Un ancien associé? Un héritier impatient? Ou quelque chose de plus ancien encore? Quelque chose qu'il aurait oublié? Le lendemain, il fit chercher le vieil homme. Anatoly Nikolaevitch Ivanov. Un fantôme au milieu d'une ville de verre et de béton. Le premier contact fut étrange. Le vieillard refusa d'abord de venir. Pas par peur, mais par défi. Il exigea que Victor lui parle lui-même, sans messager. Finalement, après 2 jours de silence, Anatoly accepta. Il arriva au portail de la villa vêtu du même manteau râpé, trempé par la neige, une canne en bois sculptée à la main, les yeux toujours aussi perçants. Il entra sans gêne, sans crainte, comme un homme qui n'a plus rien à perdre, ou comme quelqu'un qui connaissait déjà les lieux. Victor, seul dans son grand salon au mobilier italien, l'observa longuement. L'homme avait vieilli, certes, mais quelque chose dans sa posture, dans son silence pesant, éveillait un souvenir lointain. Une salle d'amphithéâtre, des fioles alignées, des formules au tableau. « Pourquoi vous m'avez sauvé ?» demanda enfin Victor, brisant le silence. Le vieillard le fixa, ses yeux pâles semblant sonder son âme. « Parce que malgré tout, tu as été mon élève, murmura-t-il. Le mot élève s'enfonça comme une lame dans la mémoire de Victor. Votre élève? Oui, reprit Anatoly calmement. À l'université de médecine de Saint-Pétersbourg. Tu étais encore Vitya Morozov. Tu portais des chemises usées, tu mangeais à la soupe populaire. Mais tu étais brillant, curieux, féroce. Et moi, j'étais professeur de toxicologie. Un frisson glacial passa sur la nuque de Victor. Anatoly poursuivit, d'une voix qui semblait sortir d'un passé trop longtemps tu. Il raconta comment il avait été l'un des plus éminents chercheurs de Russie, spécialiste des neurotoxines, sollicité par les laboratoires d'État, courtisé par l'armée. Jusqu'au jour où un investisseur ambitieux, jeune et affamé, avait mis la main sur ses travaux. Tu voulais m'acheter mon brevet, Vitya. Une molécule capable de neutraliser les neurotoxines à base de curare, une révolution. Je t'ai refusé, parce que je croyais encore à l'éthique scientifique. Alors tu as changé de méthode. Tu as financé une enquête contre moi, inventé des preuves de vol, corrompu les doyens, et tu as signé les papiers qui m'ont radié. Victor Blanchit. Les souvenirs, flous, remontèrent. Oui, il y avait eu un professeur réticent. Oui, on avait dit qu'il était instable. Mais tout cela appartenait à une autre vie, à un autre homme. J'ai tout perdu, continua Anatoly. Ma licence, ma réputation. Ma femme est morte d'un cancer 2 ans après. J'ai erré. J'ai survécu grâce à ma mémoire, à mes connaissances. Et toi, tu as bâti ton empire pharmaceutique sur ma molécule. Les Neuroguard, non? Ce médicament qui t'a ouvert les portes de Gazprom Med. Un Lonsailens tomba.
Victor se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre. Il sentit, pour la première fois depuis longtemps, une chose étrange et étrangère, la honte. « Et malgré ça, tu m'as sauvé la vie ?» demanda-t-il enfin, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Anatolie haussa les épaules. Il regardait autour de lui, cette maison immense, ces colonnes de marbre, sans la moindre admiration. « Ce n'était pas pour toi, dit-il. C'était pour moi. Je refuse qu'un poison tue encore sous mon nom, même indirectement. J'ai vu ce garçon verser la substance, je l'ai reconnu comme l'un de mes anciens élèves. Ironie du sort, lui aussi, peut-être, voulait m'imiter. Alors j'ai agi. » Il se leva lentement, rassembla son manteau. « La dette est réglée, Vitia. Ne me cherche pas. » Avant de franchir la porte, il ajouta d'une voix presque douce. « Mais si tu veux vraiment comprendre pourquoi on a voulu te tuer, regarde plus loin que tes ennemis. Regarde ceux qui t'imitent. Ceux que tu as formés sans le savoir. » Puis il disparut dans la nuit moscovite, comme une ombre revenue réclamer la mémoire des fautes passées. Cette nuit-là, Victor ne dort pas. Il erre dans les couloirs de sa villa silencieuse, les murs couverts de tableaux contemporains, de trophées, de certificats encadrés qui brillent dans l'obscurité comme des témoins muets de ses succès et désormais, de ses fautes. Il s'enferme dans son bureau, un lieu qu'il n'avait plus fréquenté depuis des années, déléguant tout à ses conseillers. Il ouvre les coffres, parcourt d'anciens dossiers, soulève la poussière d'un passé qu'il croyait à jamais scellé. Son cœur bat lentement, mais chaque battement semble porter le poids d'une décennie. Il relit la correspondance juridique, les premiers contrats, les rapports d'expertise. Et soudain, il tombe sur un document. Une simple feuille jaunie, marquée d'un sceau officiel. La demande de brevet original du professeur Anatolie Ivanov. Signée de sa main, datée, authentifiée. En marge, une note manuscrite. À classer sans suite. Conflit d'intérêts. Procédure à enterrer. C'est l'écriture de son ancien avocat, mort aujourd'hui. Victor reste figé. Il comprend. Tout ce qu'Anatolie a dit était vrai. Il n'y avait pas eu de vol. Pas de fraude. Juste la volonté froide, méthodique, de faire disparaître un homme pour lui prendre son invention. Ce n'est pas une erreur de jeunesse. C'est un crime de calcul. Et ce crime-là porte un nom, l'ambition dévorante, la sienne. Le lendemain matin, les journalistes sont convoqués au siège de Morozov Biotech. Une conférence exceptionnelle. La salle est pleine. Personne ne sait ce que le milliardaire va annoncer, mais les rumeurs vont bon train. Victor entre seul, sans attaché de presse, sans costume ostentatoire. Vêtu sobrement, les traits tirés, mais le regard clair. Il s'avance au pupitre, ajuste le micro, inspire profondément. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que PDG. Je vous parle en tant qu'homme. » Un frémissement parcourt la salle. J'ai bâti une partie de mon empire sur une trahison. Une trahison silencieuse, mais déterminante. Un homme bon, un savant brillant, a tout perdu à cause de mes décisions. Le professeur Anatolie Ivanov est le véritable inventeur de la molécule sur laquelle j'ai fondé mes premiers brevets. Silence de plomb. Les caméras clignotent. Les visages s'échangent des regards d'incrédulité. Aujourd'hui, je restitue l'intégralité des droits de ce brevet à son créateur légitime. Et je m'engage à financer la création de l'Institut Ivanov pour la recherche médicale, que je doterai de 50 millions de roubles dès cette année. L'annonce est un séisme. Les journalistes s'agitent. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Les actionnaires, eux, paniquent. Mais Victor est calme. Pour la première fois depuis des années, il n'a rien à vendre. Il a quelque chose à réparer. Une semaine plus tard, Victor invite Anatolie à dîner. Pas dans un restaurant étoilé, pas dans une salle privée hors de prix. Juste une petite tchaïnaïa de quartier, aux nappes en plastique, où flotte l'odeur du bortsch chaud et du pain de seigle. Ils s'assoient face à face, deux générations, deux hommes que tout a opposés et que le poison a réunis. La serveuse dépose un bol fumant et une vodka artisanale. « Tu sais », commence Anatolie en remuant sa cuillère, « le poison que j'ai vu, je le connaissais. » Il lève les yeux vers Victor. C'était une signature. Un composé modifié que j'ai vu une seule fois, il y a bien longtemps. Quelqu'un qui me déteste moi,
Plus que toi. Quelqu'un qui voulait me rappeler ce que j'avais perdu. Victor serre sa main sur le verre givré. Tu crois qu'il reviendra? Anatolie sourit, sans joie. Le poison est patient. Il ne frappe jamais qu'une fois. Il laisse des traces. Il teste les consciences. Celui qui a voulu nous séparer, aujourd'hui, nous voit dîner ensemble. Il a perdu. Un silence. Puis Victor lève son verre. Alors buvons, cette fois, à la vérité. Mais Anatolie, d'un geste tranquille, le corrige. Non, Vitia. À la rédemption. Ils boivent. Et cette fois, la vodka n'a pas le goût du pouvoir, mais celui d'un début. Des années plus tard, l'Institut Ivanov pour la recherche médicale, situé à Kazan, devient l'un des pôles d'excellence de toute l'Europe de l'Est. Un bâtiment sobre, lumineux, avec des laboratoires ouverts aux jeunes chercheurs de tout milieu. Anatolie y enseigne de nouveau, sans titre de gloire, mais avec la même passion qu'autrefois. Au rez-de-chaussée, dans un couloir discret, une plaque gravée attire parfois l'attention. À celui qui a vu le poison, mais choisit de tendre la main. Et plus bas, en lettres plus petites, presque effacées. Don de Victor Morozov, ancien élève.